On va dialoguer sur le voyage et je voulais préciser que par voyage, j'entends le voyage mythique, celui qui, dans un élan, nous donne envie d'aller autour du monde, de tout laisser derrière et de trouver la liberté de cette façon-là. Je ne parle pas des vacances, du fait de passer 15 jours au bord de la mer ou à la montagne et de sortir de sa routine. J'ai eu envie de partir faire le tour du monde, j'avais 13 ans. C'est resté comme un arrière-fond, effectivement, quasi mythique, comme tu dis, où le voyage est synonyme de liberté. Le monde social représente tellement la contrainte, on se dit que s'il y a le moins possible de contraintes à l'extérieur, ce sera plus facile d'avoir accès à un espace sans contrainte en soi. Ce que je vois dans le voyage, c'est en fait le désir du voyage. Il y a une sorte d'anticipation de la vraie liberté, d'une sorte de liberté complète. Et souvent, c'est comme un rêve, c'est comme un fantasme. Le pressentiment de la liberté complète, il est ressenti avant le voyage. Il arrive parfois, mais ce n'est pas aussi conscient, que des personnes qui ont voyagé réalisent qu'elles n'ont pas trouvé dans le voyage ce qu'il y avait dans leur pressentiment, dans l'anticipation. J'ai un exemple concret d'un documentaire que j'ai vu, un documentaire qui s'appelle Expedition Happiness, qui a été fait par un couple de jeunes Y allemands qui ont aménagé un school bus américain à New York et puis après qui sont partis pour un voyage autour du monde par l'Alaska, la Californie, le Mexique, etc. Ils voulaient clairement laisser derrière eux les contraintes de la vie, de l'incarnation, comme je les appelle, et ils n'ont fait que trouver des contraintes. Ils pleurent souvent dans le documentaire et ils sont obligés d'arrêter leur voyage parce que leur chien va mourir à cause de ce voyage. Et ils disent très brièvement à la fin, nous n'avons pas trouvé ce que nous cherchions, mais ça s'appelle toujours Expedition Happiness. Il n'y a pas d'enseignement tiré. Mais il me fait penser à une expérience que j'ai vécue. Donc ça faisait des années déjà qu'on était sur les routes, mais en France. On avait déjà eu l'occasion de se rendre compte qu'on rencontre quand même effectivement des contraintes en voyage et de se rendre compte que bon, bah, ça rend pas heureux d'être sur les routes. Même s'il y a effectivement un allègement comme assez significatif, si tant est qu'on est capable de vivre une certaine simplicité volontaire. C'est sûr que pour beaucoup de gens déjà c'est une contrainte pas facile. Pour nous ça allait. Quand on a fait ça à 18 ans, on l'a pas vécu comme quelque chose de très radical. Mais par contre, on est parti vivre aux Canaries pendant 3 mois, alors que le reste du temps, déjà, on rêvait d'Asie et de voyages très très radical quand on avait 17-18 ans. On voulait partir vraiment à pied, ne pas utiliser de moyens mécaniques, etc. On avait des images comme ça. Et là, on part 3 mois sur les îles Canaries. C'était les vacances, il n'y avait vraiment pas de contraintes particulières et on s'est retrouvé vraiment dans la fuite de nous-mêmes. Dans ce voyage, on s'est retrouvés tous, on souffrait énormément sur place, intérieurement. On a dépensé tout notre argent en cybercafé et on passait notre vie sur Internet. Et en fait, bah, nous, pour le coup, on en a vraiment tiré un enseignement. Et à la fin du voyage, on a eu une longue discussion, je me souviens, sur la plage avec Félix, où on se dit, en fait, on fuit le monde, et on voyait très bien qu'on n'avait pas vraiment mûri depuis notre adolescence, et que ce qu'on était en train de fuir, c'était le monde matériel, ses contraintes, et que c'est ça qui nous empêchait de grandir et de mûrir. Le voyage, c'est une force pour les générations Y, Z actuellement. Et il y a beaucoup de témoignages justement sur YouTube. On trouve des vidéos de personnes, j'en ai vu 2 ou 3, qui font des voyages radicaux, comme tu dis. Quelqu'un m'a envoyé un jour une vidéo d'une femme suisse, d'une jeune femme qui s'appelle Sarah Gisler. Je ne sais pas si tu connais. Et cette Sarah Gisler, elle m'a été envoyée comme finalement le témoignage de quelqu'un qui est spirituel. Je pense qu'au départ, pour avoir suivi un peu par exemple son cheminement, elle était sur son chemin de vie.
Il y avait vraiment un appel. Il y a une manière de vivre les relations aussi, il y a quelque chose il y a une manière de se laisser traverser par le monde, etc. Mais je pense que le problème, c'est la dépendance, c'est que ça devient un peu comme une drogue. L'autre jour, je lisais sur son site, parce que je suis passé pour relire quelques textes chez elle, j'ai vu qu'elle avait du succès avec son livre. Et à un moment, elle mettait elle avait réalisé tous ses rêves ces dernières années, qu'avant de partir, elle avait fait une liste de rêves et qu'elle les avait tous réalisés. Et elle disait, et je trouvais ça intéressant, parce qu'elle disait, qu'est-ce qu'on fait quand on a réalisé ses rêves? Donc là, il peut y avoir un moment de passage, quoi, pour le coup. Et elle répond, bah, on fait une nouvelle liste et on repart. Et là, je me dis, bah là, c'est le piège. Alors que là, pourrait y avoir un retournement du regard et de se dire, mais pourquoi vraiment, profondément, je fais ça? C'est ça qui est très très rare. J'avais observé la même chose dans un festival de voyageurs où j'étais allé. C'était un voyage où tous les gens faisaient des voyages radicaux. Et ils venaient, après 4 ans de voyage à pied avec un âne à travers le Bhoutan ou les steppes d'Asie, des voyages incroyables. Et moi je me disais, on va rencontrer des gens extraordinaires qui ont été transformés de l'intérieur par tout ça. Parce que dans mon imaginaire, pour moi, des gens qui vivaient des expériences pareilles allaient forcément être bouleversés, avoir appris beaucoup de choses. Et je suis tombé des nues en découvrant que pas du tout. Qu'ils avaient un voyage purement matérialiste à raconter. Ils montraient les photos, ils disaient, ah là, on a monté 1200 mètres de dénivelé, c'était épouvantable. Après, il a fait très chaud, il a plu pendant 3 jours, on a mangé ci, on a fait ça. Et pendant une semaine, tout le monde racontait ses voyages sur un plan purement matériel. L'humain, la relation, ce qui avait été vécu à l'intérieur, était complètement hors du coup. Et ça a été aussi voir ça a été un enseignement. Je me suis dit, on vit un voyage intelligent et profond, riche, quand on a déjà accès à la profondeur et la richesse. Sinon, on marche, quoi. Ça reste une forme de tourisme avec la projection de diapositives comme on faisait nous avant, où finalement ce qui est vécu du voyage est souvent plus rétrospectif et dans le plaisir de le montrer aux autres. Le voyage n'est pas une démarche vers l'intérieur. C'est ça. Le voyage, c'est une démarche, une quête d'espace vers l'extérieur. La quête d'espace vers l'extérieur, en fait, ça fait partie de l'anticipation. On ressent qu'il pourrait y avoir un espace plus grand, plus vaste, et on essaie de le trouver dans l'espace physique, dans le déplacement horizontal. L'espace que l'on recherche vraiment, c'est l'espace intérieur. Pour moi, c'est la strate de l'âme. Mais dans la strate de l'âme, l'expérience de sa propre âme, le fait de retrouver son âme, c'est une expérience d'espace. Je le présente généralement comme ça, dans l'exercice de la descente des strates de l'être. Quand on approche, quand on est au seuil de l'âme, on ressent qu'un espace s'ouvre. Et on est en quête de cet espace-là. Ça, c'est déjà une première chose. Il faudrait avoir la conscience que l'espace, le déplacement dans l'espace, la liberté que donne l'espace existe, correspond à quelque chose, mais quelque chose d'intime et d'intérieur. Le fait de se déplacer dans l'espace physique, ça n'empêche pas a priori de vivre cet espace intérieur, mais comme tu viens de le dire, effectivement, s'il n'y a pas cette approche intérieure, cette culture de l'espace intérieur, on va se perdre dans l'espace extérieur. D'autant plus que dans la démarche de l'émergence de l'âme, j'équilibre le processus en disant qu'il y a l'espace de l'âme et les contraintes de l'incarnation. Donc c'est l'expérience d'une liberté intime à l'intérieur des contraintes. Sans cette vision-là, le déplacement horizontal dans l'espace physique fait que on va être forcément confronté à une illusion très rapidement, c'est qu'il y a les mêmes contraintes, parfois plus même, et que dépourvu de ce voyage intérieur qui est le vrai voyage,
l'expérience des contraintes, des nouvelles contraintes, parfois plus sévères, va être une grande déception. Ce qui n'empêche pas, à la fin du voyage, d'essayer de rentabiliser ou de valider rétrospectivement le voyage en se disant c'était pas mal, il y a eu de bons moments. C'est ce qui entretient, à mon avis, d'ailleurs, le cercle vicieux de la quête du voyage, c'est que les témoignages ne sont pas honnêtes. C'est vrai. Moi, je l'ai vécu, ça. On peut vivre des galères pas possibles pour aller quelque part, vivre quelque chose. Ce qu'on y vit, au final, n'est pas terrible, mais rétrospectivement, dans le souvenir, ça prend soudainement une coloration. Et ça donne envie de repartir, de le refaire. Certaines choses, je les ai refait plein de fois. Et tu pourrais les refaire encore aujourd'hui. Il y a une séduction, en tout cas, qui persiste. Et ça, je comprends. Mm. La force d'attraction du déplacement dans l'espace physique est plus forte que la force d'attraction de la sobriété de l'âme. Et de toute façon, spirituellement parlant, ça reste une vérité pour beaucoup de domaines. C'est-à-dire qu'en apparence, l'immensité extérieure est plus facilement accessible que l'immensité intime. C'est pas tout à fait vrai. Elle est plus facilement accessible si on croit qu'on va accéder à un espace ouvert et libre. Mais en réalité, on peut se déplacer physiquement assez facilement, même en marchant, mais on rencontre tout de suite des obstacles. Donc c'est pas plus accessible. En réalité, le seul domaine où il n'y a pas d'obstacle, c'est la strate de l'âme. C'est d'ailleurs pour ça que moi, ça aussi, ça me surprenait, parce que j'ai quand même voyagé dès le départ, moi, avec une démarche, malgré tout. Donc ça a toujours contrebalancé ma manière de le vivre. Mais souvent, quand on écoute les récits de certains voyageurs, en fait, ils ne s'arrêtent pas 5 minutes, même en voyage. Ils sont tout le temps en train de vouloir. Ils sont dans une démarche plus d'avoir que d'être, souvent. Ils accumulent les expériences, les images, les rencontres. Et effectivement, ils sont dans cette recherche d'intensité, un rapport presque d'idolâtrie avec le monde, quoi. Et parfois pour pouvoir en parler ensuite, c'est-à-dire que c'est déjà inscrit dans le processus du voyage pour certaines personnes, c'est le fait que je vis cette rencontre, mais je la vis déjà dans la projection que je vais pouvoir en parler et dire aux autres que je me suis éclaté, que j'ai vécu quelque chose d'unique. Peut-être qu'il y a un manque de conscience sur le fait que le voyage n'est pas vécu comme une expérience intime et solitaire. Il y a déjà, tout le monde est déjà à l'intérieur du voyage. Les amis, les personnes qui vont peut-être voir la vidéo YouTube, etc. L'expérience intérieure ou l'expérience dite spirituelle, c'est une expérience qui en soi peut être vécue n'importe où. C'est d'ailleurs un argument qu'on m'avance en me disant donc pourquoi pas pendant le voyage. Mais ça c'est une excuse. Comme j'en parlais récemment à quelqu'un qui me disait je peux trouver Dieu en discothèque toutes les nuits pour justifier qu'il le faisait. Bon, passons sur l'excuse. Le fait est que je crois que tout être humain recherche à vivre cet espace, en partie à cause des contraintes, mais aussi en partie parce qu'il y a un appel de l'âme. Donc on attend, on espère, on a une espérance de ces retrouvailles intérieures, avec une dimension qui est généralement voilée par le personnage social, les contraintes du monde, le mental, les besoins du corps, l'émotion. Toutes les strates supérieures font une sorte d'écran quand on se vit comme ça de manière un peu coupée avec l'expérience de l'âme. Au moment où on a compris qu'à l'endroit où on est se trouve notre âme, le premier enseignement de cette prise de conscience, la première conclusion logique, on pourrait dire, c'est le fait que j'approfondis cette expérience à l'endroit où je suis. Et le voyage radical, c'est celui-là. C'est celui qui dit je suis assez radical pour ne pas dire je peux faire un petit peu de voyage dans l'espace physique horizontal et un petit peu de voyage vertical en direction de l'âme. C'est le défi, c'est que de toute façon il y a toujours eu des tentations, des séductions tu disais,
mais que l'appel, c'est ni une tentation ni une séduction, c'est une aspiration dans un domaine qui est tellement au-delà de nos conditionnements que j'appelle ça un défi. C'est-à-dire que pour accepter la sobriété de l'âme et son espace, il faut avoir perdu l'addiction à l'espace physique horizontal. Et on ne perd pas l'addiction seulement en se coupant, comme tu dis des fois, en faisant l'effort de se sevrer ou d'arrêter le voyage physique, mais en essayant d'approfondir le goût de l'expérience intérieure de telle façon que l'endroit où on se trouve ne demande plus de distraction. Parce que ce qui nous fait quitter l'endroit où on se trouve, même avec une expérience intérieure, c'est le fait qu'on est habitué à trouver la satisfaction dans le loisir et la distraction, surtout notre civilisation occidentale. Et cet appel à se distraire de ce que je fais d'habitude, distraire de ce que je suis, fait que même avec un début d'expérience intérieure, le désir d'aller ailleurs, stimulé en plus par la société des loisirs, fait qu'on on repart à nouveau. Il n'y a pas que le voyage comme séduction. Moi, je trouve que ce que tu dis, ça rejoint quasiment toutes les séductions. Effectivement, dans la plupart de ces gratifications, il y avait une dynamique nocive qui me coupait de moi, dans le sens où, fondamentalement, je me fuis, parce que j'ai peur de rencontrer certaines choses. La première chose nocive dans ce que tu dis, c'est le fait que c'est une excuse à la fuite. Oui, c'est ça. Et de ne pas le voir. Et moi, ce que je découvre depuis quelques temps, c'est que je le vois, et que je suis invité à lâcher certaines gratifications, voire de plus en plus, et à faire l'expérience de plage de temps sans rien, ou tout ce qui est le moi sur le plan que ce soit la sensation, l'émotion ou l'intellect, de ne pas le nourrir, en fait, en apparence en tout cas. Et ça revient, je rejoins le voyage, que dans le voyage, il y a tous ces plans-là qui sont intensément nourris. Ce que je disais tout à l'heure sur le défi, je ne l'ai pas explicité, tu le fais bien à ta manière. Pourquoi est-ce qu'il y a un défi de rester à l'endroit où on est? C'est parce qu'effectivement, on rencontre des résistances. Tu connais la différence que je fais entre la résistance et l'obstacle. Les résistances, elles sont faites pour être traversées. Les obstacles, pour nous indiquer qu'il faut changer de direction. Quand on descend dans la démarche intérieure, on trouve des résistances. Déjà sur la strate émotionnelle, mais il y en a d'autres plus subtiles. Et ces résistances, elles présentent un défi, parce que dans le mythe du voyage, on croit au moment de partir, et dans l'enthousiasme et l'excitation qu'il y a, à ce moment-là, on croit qu'il n'y aura pas de résistance, curieusement. Que l'espace semble libre. Or, rester à l'endroit où on est, au moment où commence à émerger une expérience intérieure, comme un indice du fait que l'espace que l'on recherche est en soi, pour pouvoir poursuivre cette exploration intérieure, il faut qu'il y ait des points d'appui, des sortes de semi-compensations provisoires qui permettent de faire le pont entre cette compulsion à fuir et les retrouvailles intérieures. Alors il y a un autre type de voyage qui est très similaire, je ne sais pas si tu l'as connu, c'est le voyage spirituel. Le fait de justifier d'aller 3 ou 4 fois par an, plusieurs mois en Inde, parce que là-bas on trouve des maîtres spirituels et que l'Inde n'est pas chez soi. Tu as quelque chose à dire sur ce mythe aussi? Moi, j'ai été constamment poussé à ne pas le faire, alors que je ne rêvais que de le faire, le voyage vers l'Inde. Au départ, ce que je mettais comme explication, c'est que ça je l'ai observé au fur et à mesure des années,
c'est que ce qui tombait au fur et à mesure du temps, déjà c'était une forme de romantisme spirituel, justement des images, etc. Maintenant, par exemple, le désir d'aller en Inde, il est toujours là, mais j'imagine beaucoup moins y trouver quelque chose, en fait. J'ai pas été épargné par le voyage, donc j'en parle aussi sur la base de ces voyages radicaux que j'ai faits dans différents pays, et je suis allé en Inde. Ce qui était intéressant pour moi dans le voyage en Inde, c'est que ça a été une catastrophe totale. Et j'étais parti pour un an, c'était aussi l'aventurier fauché, j'étais parti pour un an et je suis revenu au bout d'un mois, malade, comme un chien, comme on dit, et avec des déceptions, des amertumes et un choc quasiment psychologique de l'expérience de l'Inde. Et en général, quand quelqu'un aujourd'hui me dit il me reste une trace de désir d'aller en Inde, je leur raconte ça. Plus dans le détail que je vais le faire maintenant, mais cette chute parmi les voyages a été très importante, très déterminante. Et je crois beaucoup à la valeur de la chute dans la prise de conscience, évidemment. Parce que l'Inde représente encore aujourd'hui, et de façon un petit peu étonnante pour moi, parce qu'elle appartient plus au XXe siècle qu'au XXIe siècle, elle représente effectivement le foyer de toute spiritualité pour beaucoup de gens. C'est comme si tout avait réellement été accompli et réalisé là-bas, en plus d'avoir quand même un vernis exotique qui permet plus facilement toutes les projections et de les entretenir longtemps. Il y a une distance de l'Inde, une distance du maître indien qui convient bien au mythe du voyage. C'est-à-dire qu'il faut parcourir une distance pour approcher l'Inde et la distance pour approcher le maître, qui est toujours un petit peu éloigné physiquement, n'est jamais complètement parcouru. Donc on ne s'approche pas. On voit à distance l'incarnation divine. Ça n'appartient pas seulement à la génération Y ou Z, hein, d'ailleurs. J'ai beaucoup parmi les personnes que je rencontre qui sont en plus génération X, des personnes même jusqu'à 70 ans, qui continuent à aller régulièrement en Inde parce que, et ce n'est pas remis du tout en question, il y a dans cet élan-là une sorte de conviction, un peu floue, mais une conviction que la dimension de la spiritualité là-bas est plus importante. C'est exactement l'opposé de ce que je dis quand je dis on trouve là où on est, à l'endroit où on est, l'aboutissement de l'aspiration spirituelle. J'ai le souvenir de quelqu'un que j'avais rencontré en Suisse. Lui, il allait voir Satya Sai Baba. Quand il allait à la rencontre de Satya Sai Baba, souvent, il se trouvait, tu sais, sur cette route où la limousine de Satya Sai Baba arrivait avec les vitres teintées. Et quand Satya Sai Baba descendait du véhicule, il était toujours bien placé pour se trouver face à Dieu. Et son expérience intérieure à ce moment-là, justification de son voyage, était telle qu'il me disait, tu vois, quand je me trouve face à Satya Sai Baba, je suis dans une expérience divine. Et il me raconte, au milieu d'autre chose, sans noter lui-même ce qu'il était en train de dire, il me raconte que un jour la limousine arrive, la limousine s'arrête devant lui puisqu'il est toujours bien placé, et il a cette expérience intérieure, océanique, ouverte. La limousine s'ouvre et Satya Sai Baba n'est pas dans la voiture. Et donc il poursuit son récit et je lui dis, attends, il n'y a pas quelque chose qui t'alerte ou qui pourrait t'enseigner dans cette situation? Je lui dis, de toute évidence, ce n'est pas Satya Sai Baba qui éveillait ça, puisqu'il n'était pas là. Parce que quand on arrête, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Surtout, il y a soi. Oui. Et soi, c'est terrible, quoi. Juste soi, pour la plupart des gens, c'est la mort. C'est comme si accepter qu'on pourrait être juste avec soi et rien que soi, ne pas apporter de choses supplémentaires, de stimulation, d'accoutrement sur les différents plans, c'est vécu comme une mort. Et dans le voyage spirituel, c'est le summum, je pense. Parce que là, effectivement, il y a l'idée qu'on va pouvoir avoir un contact avec un être qui va réveiller la dite valeur. Ou la faire ressentir. Ce qui arrive, parfois. Mais je vais me servir de cette relation
pour tourner mon regard dans cette direction et m'autonomiser. Donc, il y a beaucoup de gens qui deviennent accros à la figure de l'être qui censément incarne ça. Qui est le plus souvent en Inde, c'est ce qu'on disait aussi. Souvent, c'est aussi un aspect, une sorte de consensus chez les chercheurs que de toute façon, c'est là-bas que ça se trouve. Et ce qui fait le défi, pourquoi on ne reste pas à l'endroit où on est, même quand il y a l'amorce d'une expérience spirituelle, c'est parce qu'on rencontre malgré tout, malgré cette ouverture, cette impression de ne pas avoir de valeur au point zéro pratiquement, qui est équivalent à la mort. Donc ça veut dire qu'il y a une traversée à vivre là. C'est pas seulement une négociation. On peut pas juste dire, je ne peux pas juste dire à quelqu'un, tu vois, le déplacement dans l'espace physique, c'est pas ça que tu cherches. Le vrai voyage, il est intérieur. C'est déjà bien de le dire. Ça peut éveiller quelque chose, comme tu dis. Mais au fond, il faut aussi prévenir du fait que cette absence de valeur et cette impression de mourir de cette absence de valeur quand on reste juste avec soi, c'est quelque chose qui doit être traversé dans le processus des retrouvailles dont je parle. C'est pour ça que ce que tu disais sur le voyage, le fait d'arrêter quand même à un moment ou à un autre, fondamental, c'est que on peut très bien même prendre 3 ou 4 heures dans la journée de face à face avec soi. Si, en dehors de ces 4 heures-là, on retourne complètement dans la dynamique où on essaye de nourrir toutes les zones de gratification, de nourrir la fausse personnalité, on détruit, pas totalement, mais on brise presque tout ce qu'on a vécu. Quand on envisage de ne pas voyager, puisqu'on y projette cette aspiration aussi fondamentale, en fait, à l'idée de ne pas faire le voyage, on a l'impression qu'on va rater sa vie. Et en fait, c'est vraiment la projection, c'est vraiment un retournement complet de situation. C'est ce qui est en train de se passer, c'est une peur énorme de pas vivre réellement, profondément. Mais c'est projeté vers l'extérieur, c'est projeté vers le voyage. La peur de ne pas accomplir le voyage, il y a quelque chose de beau et de profond dedans. Mais la question, c'est quel voyage? D'autant plus qu'on a pu vérifier dans ce qu'on disait, dans les témoignages qu'on connaît, que le voyage extérieur n'est jamais accompli. Toutes les personnes qui ont fait beaucoup de voyages attendent le suivant. Celui-là, il est toujours attendu. Justement pourquoi? Parce que symboliquement, il représente le voyage qui n'a pas été fait, le voyage intérieur. Des fois, souvent, je me réveille le matin, la première chose à laquelle je pense, c'est aller faire un tour en ville. Et donc, aller boire un café, faire le tour des librairies, voilà, remplir le quotidien. Et si c'est pas ça, il y a un autre projet. La première chose qui émerge, c'est un projet. Et ça, tout le monde trouve ça beau et normal. Et en plus, c'est plaisant, on a l'image de soi en train de se promener en ville, alors que justement, j'ai l'expérience d'une profonde frustration. Je sais parfaitement que je vais aller en ville, je vais me retrouver en ville en me disant, il n'y a strictement rien à faire, à part consommer, je n'ai pas envie de consommer. Et une fois que j'ai fait mon tour, je me sens tout bête et je me dis, j'aurais mieux fait de rester à la maison. Et pourtant, ça réapparaît, justement parce qu'au moment où je vais ne pas le faire, il y a une confrontation très très forte en soi. C'est ça que je disais que le voyage, il n'est pas seulement dans le voyage. Cette énergie du voyage, c'est-à-dire des compensations, du remplissage, est permanente et prend des formes très subtiles qu'on légitime à chaque fois. Et pour moi, c'est vraiment ça, une grosse partie du chemin spirituel, c'est apprendre à percevoir ces niveaux de plus en plus subtils de fuite et de compensation, et écouter l'invitation au moins de temps en temps à essayer de ne pas aller dans le sens de ce dynamisme. Et découvrir que il y a un espace qui s'ouvre, qui est soi-même, et qu'en fait, ce qui était recherché dans l'action, dans le mouvement, était déjà là. Il y a aussi la question de la vocation, finalement, qui se mélange à ça, parce qu'il y a d'un côté l'envie de partir à la recherche de sa liberté. Alors certes, il y a une négation des contraintes de l'incarnation, mais il y a aussi un idéal, qui est de ne pas avoir particulièrement envie de s'intégrer à la société actuelle. Et moi, ça me donne envie de te poser la question, qu'est-ce que tu dirais à un jeune, par exemple de 16, 17, 18, ou même un peu plus jeune, qui est face à sa vie en ce moment, qui a envie de partir voyager. Il pense autour du monde, il le voit comme
vraiment comme le souffle de liberté dont sa vie a absolument besoin. Il a peut-être déjà un appel spirituel, et en plus il a pas envie de faire sa vie dans les formes convenues. Donc si tu lui dis, bah non, mais t'as pas besoin de faire ce voyage, il entend pas seulement je peux ne pas voyager, s'il entend aussi je dois me conformer au, euh, au monde contemporain. Faire un petit boulot qui me plaît pas, faire mon crédit pour un logement, ou vivre dans une petite location de métropole qui me plaît pas. Donc il y a un côté, je renonce à l'idéal aussi. Et comment tu parles? Qu'est-ce que tu aurais à dire à ce sujet? Fuir le monde tel qu'il est, fuir le système dans le voyage parce qu'il n'y a pas d'alternative, je n'y crois pas. La vocation, tu peux la trouver à l'intérieur du système. Pas forcément complètement dans le système, j'en suis un exemple. Ce qui a fait que j'ai voulu voyager, c'est aussi parce qu'à 18 ans, il y avait chez moi un appel spirituel qui était conscient. Et donc j'ai fait une sorte de mélange, comme celui que tu décrivais pour toi, on se retrouve là-dessus. Mais j'étais très attaché à l'idée de la vocation en sachant que je ne la trouverais pas dans le voyage ou dans la fuite. Donc ma vocation, elle est que ce que je fais depuis 40 ans, en tout cas très clairement depuis 20 ans, ce n'est pas à l'intérieur du système. C'est même jugé parfois, ou en tout cas considéré comme carrément hors champ. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai forcé, ou que j'ai choisi. Ça s'est imposé à moi comme une réponse à cet appel de la vocation. Donc je suis persuadé que la contrainte du système, on n'est pas obligé de l'objectiver comme quelque chose de solide qui serait un véritable obstacle pour le coup. Là où tu te trouves, la lumière, la grâce, pour prendre des termes forts, peuvent s'immiscer sans problème. Ça veut dire que même plus concrètement, si tu as quelque chose, si cet enfant, ce jeune dont tu me parles a quelque chose à vivre, il le vivra là où il est.